Mesdames, Messieurs, merci d'honorer le rendez-vous de la rétrospective de la... Non. Mesdames, Messieurs, merci d'honorer le rendez-vous de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International, ce rendez-vous dominical qui revient sur les faits majeurs ayant marqué l'actualité de la semaine. Pour cette édition, nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau un expert judiciaire agréé en finance et consultant CEMAC. David Kuato, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Plaisir renouvelé. Alors, en termes d'actualité, vous travaillez en ce moment sur la créance bancaire, l'opération de liquidation des entreprises. Vous travaillez également sur les levées de fonds. C'est votre actualité. Absolument madame. En ce qui concerne le premier point, vous savez qu'au niveau de l'octroi de crédit au client, généralement le client est naïf. Ce qui veut dire que lorsqu'on lui explique les différentes conditions générales de banque, lorsqu'on lui transmet les documents, s'il n'a pas un expert pour lire et lui expliquer, il les classe tout simplement. Absolument. Maintenant, quand il y a des incidents pour le remboursement, il fait face à un certain nombre de revendications de la banque, qui sont certes contenues dans ce que nous appelons la convention de compte courant ou la convention de crédit. Et cette convention de compte courant ou la convention de crédit est généralement un acte notarié. Et dans cet acte, il peut avoir l'affectation d'un de ses biens. Ça peut être des biens meubles, on parlerait de gage ou de nantissement. Ça peut être des biens immeubles, on parlerait de l'hypothèque. Donc, quand il obtient ce crédit, généralement, on doit respecter les dispositions de la loi de 2019 sur la pénalisation des créances au Cameroun et la pratique bancaire. C'est-à-dire, le banquier doit lui expliquer clairement quelles sont les conditions dans lesquelles le crédit a été octroyé. Le taux effectif global, le taux de base et également le taux conventionnel. Donc, il doit discuter ces taux. Parce qu'en principe, il y a un plancher et il y a un seuil. Donc, il doit discuter et obtenir un taux d'intérêt par rapport à ces crédits. Parmi vos clients, il y a des boulangers, certainement. Oui, bien sûr, il y a des boulangers. Et ils sont débiteurs, créanciers. En réalité, le fonctionnement d'un compte courant, par rapport à ses caractéristiques, parce qu'un compte courant a 4 caractéristiques. Il est tantôt débiteur, tantôt créditeur. C'est lorsqu'on arrête le compte, c'est-à-dire lorsque les deux parties s'asseyent pour déterminer le solde, qu'on peut savoir qui est débiteur de l'autre. Merci. Et généralement, ça peut être le client. Merci beaucoup. C'était l'occasion pour nous d'embrayer sur l'actualité qui met en mouvement les boulangers au Cameroun. On en parle cette semaine avec Janice Kamga qui a fait le tour de ces espaces marchands pour constater l'augmentation du prix de la baguette. Le prix homologué de 200 grammes, une baguette qui pèse 200 grammes, devrait être vendue à 125 francs, mais à certains endroits à Yaoundé, il coûte déjà 150, 175 francs. On l'écoute. Cette augmentation, David Kuate, est subséquente justement à la dernière sortie du groupement des industries meunières du Cameroun, qui totalise 70%. Je reprends cette partie. David Kuate, cette augmentation est consécutive à une sortie du groupement des industries meunières du Cameroun qui capitalise 70% des parts du marché, qui ont annoncé il y a quelques jours la suspension de la livraison de la farine de blé aux boulangers parce que, disent-ils, ils subissent une certaine inflation de cette spéculation sur le marché international. Quelles peuvent être, à votre avis, les conséquences éventuelles de cette suspension ? Les conséquences peuvent être en même temps sociales et même politiques. Parce que n'oubliez pas l'histoire du pain. Vous constaterez que, si je me réfère à la Bible, Jésus a partagé le pain. Et quittant de là, vous reviendrez dans l'Assommoir, dans les Rougon-Macquart, rédigés par Émile Zola, particulièrement dans Germinal. Alors les mineurs de Montsou, quand ils se révoltaient, ils disaient du pain, du pain. Ça veut dire que le pain est très très important pour l'alimentation. Parce que c'est un aliment qui est très facile à faire. En réalité, il est composé de la farine, du sel, de l'eau, de la levure. Et si on veut donner une certaine apparence, ou certaine clarté, ou certaine couleur, on peut ajouter ce qu'on appelle l'améliorant. Donc, les conséquences peuvent être néfastes si jamais les gens ne trouvent pas à manger. Parce que pour mieux travailler, pour mieux réfléchir, il faut avoir mangé. Et la chose la plus facile à manger, c'est du pain, c'est des aliments qui viennent du blé, c'est les beignets, c'est les pâtes qui sont des dérivés.
Pâte alimentaire. Pâte alimentaire, bien sûr. Vous parliez des conséquences politiques également. Oui, je parle des conséquences politiques, bien évidemment. Il n'y a pas de conséquences économiques. Il y a au moins 25 000 personnes qui travaillent dans le secteur. En ce qui concerne les conséquences économiques, je pense que les responsables des différentes sociétés ne peuvent pas directement aller au licenciement. Il est prévu des leviers pour peut-être réduire les salaires, pour peut-être envoyer des gens en congé, en chômage technique, etc., etc. Mais dans tous les cas, il y aura des conséquences. Si jamais la farine de blé n'est pas distribuée suffisamment, si le groupement des meuniers met sa mise en garde en exécution, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors, en réponse à cette annonce de suspension des livraisons de la farine de blé au boulanger, le ministre du Commerce, Luc Magwabaga Tangana, a plutôt brandi des dispositions de la loi relative à l'activité commerciale au Cameroun. Je vais citer un fragment. Le refus de vente relève des prohibitions d'application universelle. Le ministre appelle à un retour immédiat à la légalité et à l'esprit républicain dans une démarche de dialogue constructif. Partagez-vous l'avis du journaliste Michel Michaud-Moussala qui qualifie cette sortie du ministre d'une sortie, il parle d'agitation servile parce que les choses ne vont pas en s'améliorant. On assiste à une sorte de ping-pong et de communiqué interposé. En vérité, ça fait plus d'une décennie que je connais la qualité de la plume de ce journaliste, mais je pense qu'il y a des aspects techniques, il y a des informations peut-être qu'il ne peut pas disposer. Donc je pense que son expression, je pense que ce qu'il a à relayer, il s'agit plus de ce que nous appelons la jartance, c'est-à-dire le fait de mieux parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. S'il revenait, parce qu'au niveau du ministère, lorsque le ministre prend un engagement ou fait des déclarations, il est entouré. Il y a des chargés de mission, il y a des chargés d'études, il y a des directeurs, il y a d'autres services qui travaillent avec le ministre. Donc quand il parle, il a suffisamment d'informations pour le faire. Et si jamais le journaliste se rapproche du ministre, il peut lui dire exactement pourquoi il a fait ces déclarations, en prouvant. On remarque jusqu'ici quand même, je reviens sur son propos, les choses ne s'améliorent pas. Alors qu'il est, le sac de farine de 50 kg est passé de 19 000 francs à 22 000, 23 000 francs, voire plus à certains endroits. La baguette de pain s'est aménusée, même si on vend à certains endroits à 125 francs, à d'autres. Quand on a maintenu le grammage de 200 grammes à 200, il coûte 150, 175 francs. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Et les choses sont réglementées comme le ministre a dit. Oui. Le groupement des meuniers ne peut pas s'élever et augmenter directement des prix. Il y a un processus dans tous les pays du monde. Et tout à l'heure, vous parliez de 70%. Les 70%, c'est quatre grandes sociétés de fabrication de farine. C'est 4 meuniers. J'ai la liste de tous les meuniers du Cameroun ici, parmi lesquels des multinationales et des Camerounais. Et je vais vous dire que la Société Générale de Surveillance connaît exactement les prix sur le marché international. Lorsque les meuniers estiment qu'il faudrait que l'État camerounais puisse les aider pour le surcoût de 6 500, ils souhaiteraient que le sac de la farine passe de 16 000 à 22 500 ou à 21 000. Or, si on regarde les incitations, les abattements, les exonérations qui ont été accordées par rapport aux différents produits alimentaires, l'État en a fait suffisamment. Je vous parle, c'est référencé. Ensuite, je pense que les 4 grands groupes qui constituent les 70% des menus du Cameroun, si il y avait le code de la concurrence au Cameroun, ils pourraient être attaqués pour abus de la position dominante. Et ce référent sur le marché international, l'année dernière, en décembre 2021, il y a eu effectivement un déficit de 30 millions de tonnes de farine de blé sur l'échiquier mondial. Parce que la Chine devait produire 142 millions. La Chine s'est arrêtée à 130. L'Inde devait produire 120. L'Inde s'est arrêtée à 97 millions. Et ensuite, la Fédération de Russie... Du fait de la Covid-19, ce sont les conséquences de la Covid-19 là? Ce n'était pas nécessairement ça. Il y avait des intempéries, il y avait les problèmes de météo, il y avait les problèmes géopolitiques et stratégiques. Parce que depuis qu'il y a la tension entre l'Ukraine et la Russie brandit 3 types de menaces. Il y a des menaces d'armement, il y a des menaces sur le plan
énergétiques, le gaz et le pétrole. Et troisièmement, et aussi les produits manufacturés. Donc, cette farine a été réduite, c'est-à-dire l'exportation a été réduite de façon volontaire. C'est les États-Unis qui ont commencé, suivi du Canada et ensuite la Russie. Or, ces pays font partie des 5 plus grands producteurs mondiaux. Ça, c'est les causes exogènes. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne notre pays, D'accord. il s'est trouvé que le coût du transport a flambé du fait de la Covid. Qu'est-ce que l'État camerounais a fait? Il y a eu un abattement, comme vous le savez, de 80% sur le fret maritime. Maintenant, les meuniers demandent également qu'il faudrait que le gouvernement camerounais puisse également tenir compte de la redevance de pesage. C'est la suspendre pendant 6 mois. Je pense que c'est un examen au niveau du ministère. Les meuniers du Cameroun demandent également que, en ce qui concerne la compliance, c'est-à-dire la conformité, que le ministère de l'Industrie et du Développement technologique, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, puisse suspendre pendant 6 mois le contrôle de la qualité, c'est-à-dire la conformité. Et je vais vous dire de prime Le PKE. Oui. Et je vais vous dire de prime abord que dans un pays responsable, la conformité n'est pas un jeu. Aux États-Unis, depuis 2002, il y a une loi sur la protection des aliments. Il y va de la santé des populations. Du bioterrorisme. Et il y a un texte là-dessus, le CFR 21, qui s'adosse sur la Food and Drug Administration aux États-Unis. Si vous voulez importer un produit aux États-Unis, il y a un temps où vous devez envoyer le spécimen, au moins 1 mois, pour qu'on l'examine. Je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, on ferait le contraire. Parce que l'État a l'obligation de protéger les personnes et les biens. Parmi les protections, il y a les médicaments, il y a également les aliments. C'est pourquoi vous constatez régulièrement qu'au niveau du port de Douala, il y a des aliments qui sont détruits parce qu'impropres à la consommation. Par le service phytosanitaire. Bien évidemment. Ok. Donc, il faut que la qualité soit vérifiée tout de même. Le président du syndicat des boulangers a annoncé au mois de janvier qu'il n'y aurait pas augmentation sur la baguette de pain, il n'y aura pas augmentation des farines, etc. Mais à l'évidence, on constate justement que c'est le contraire en ce moment. Et il le disait s'appuyant sur des négociations qui étaient en cours avec les pouvoirs publics, avec les industries du secteur des meuniers. On parle... Alors, je reprends cette partie. Alors, au mois de janvier dernier, le président du syndicat des boulangers du Cameroun annonçait justement, Claude Yeptou Kayab, qu'il n'y aurait pas d'augmentation sur la baguette de pain, arguant qu'il y a eu des négociations. Les négociations sont en cours entre son organe, les organismes de défense des droits des consommateurs, l'industrie meunière au Cameroun, ainsi que les pouvoirs publics. Finalement, on est en train de subir l'augmentation du prix de la baguette de pain. Ça veut dire que ces négociations, selon vous, n'ont pas avancé, ont accouché d'une souris. Où est-ce qu'on en est? Quelle est l'analyse que vous faites de la situation? C'est vrai que je ne me suis pas rapproché de la source, mais je pense que les négociations sont en cours. Parce que lorsque le groupement des meuniers sollicite des mesures incitatives auprès du ministère, auprès du gouvernement, il faut examiner. Vous savez que notre pays vit essentiellement sur le levier fiscal et douanier. Donc, lorsqu'on a un budget qui s'adosse déjà sur ces paramètres, il est très difficile, en cours d'exercice, de le modifier. Ce qui signifie que, de tout temps, il y a toujours eu des discussions entre les grandes entreprises et le gouvernement. Je pense que ces négociations sont en cours. D'ailleurs, vous avez constaté que le 9 février dernier, le gouverneur de la région du littoral a pris le taureau par les cornes en ayant une séance de travail avec les responsables de ces sociétés de fabrication de farine. Et je pense que le secrétaire de ce groupement avait fait des observations. Ces observations ont été reçues et par la délégation et par le gouverneur. Je pense qu'elles ont été transmises à qui de droit et que le gouvernement est en train de les examiner. Parce que dans tous les cas, s'il y a augmentation de la baguette, alors que le panier de la ménagère est déjà très maigre, les populations ne pourront pas supporter, surtout les plus pauvres et les plus déshérités.
Et vous parlez justement des plus déshérités auxquels font référence les consommateurs, les organismes qui défendent les consommateurs et appellent justement ces consommateurs à réagir face à la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité et les invitent également à renoncer à une sorte de passivité. Il y a des négociations qui sont en cours, mais les populations sont déjà en train de subir cette dictature des prix. Comment réagir? Comment les populations pourraient-elles se comporter pour faire bouger les lignes? On ne peut pas marcher, vous savez ce qui pourrait arriver. Ben écoutez, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Je pense que les gens peuvent changer de régime alimentaire. Je ne dois pas vous surprendre en vous disant que dans ma tendre enfance, je n'ai pas connu le pain. Je mangeais autre chose. Et c'est le moment venu pour nous. Parce qu'à chaque chose qui arrive, on trouve des solutions. Absolument. Je pense que c'est une occasion pour les populations de changer de régime alimentaire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que le pain représente? Avec parfois tous les améliorants comme à l'intérieur. Pas grand-chose. Lorsqu'on parle d'un pain de 200 grammes, est-ce que ce pain représente un autre aliment que vous aurez dû trouver moins cher? C'est que... Un exemple d'aliment qu'on pourrait substituer? Les féculents. Il y en a D'accord. sur le marché. On a des ignames, on a la patate et autres, qui ne demandent pas toute la transformation du pain. Parce que le pain, il faut le manger avec des compléments. Absolument. Et je ne pense pas que sur le plan nutritif soit si élevé. Donc je pense que cette crise devrait permettre aux Camerounais plutôt de changer de régime alimentaire. C'est l'occasion pour nous justement d'entrer dans la problématique de l'alternative du blé au Cameroun. Et on a réalisé un sondage dans les rues de Douala. La majorité des personnes rencontrées s'est dit prêtes à consommer du pain à base des matériaux locaux. Êtes-vous prêt à manger du pain avec du manioc à la place du blé? Nous le faisons déjà tous les jours. Et d'ailleurs, je vous dis que j'aime particulièrement les féculents. Moi, j'aime le manioc, j'aime le macabo. J'en achète des féculents. Vous mangez du combat bret? De temps en temps. D'accord. Suivons ce reportage que nous avons réalisé dans la ville de Douala. Attends. Oui. Alors, c'est un secret de polichinelle que de savoir qu'on peut fabriquer une baguette de pain avec de la farine de manioc, de patates, de plantain, etc. Et on l'a d'ailleurs expérimenté à l'époque où Essimé Meigné était ministre de l'Agriculture au Cameroun. On ne comprend pas pourquoi l'expérience ne s'est pas perpétuée. On importe environ 300 000 tonnes de blé chaque année. Ça coûte les yeux de la tête, ça coûte énormément cher. Mais comment justement expliquer cette préférence à ce blé qui a des incidences néfastes sur la balance commerciale du Cameroun? Je pense d'abord que sur le plan politique, Ouais. les importateurs de farine doivent avoir des intérêts occultes qu'ils traitent avec certaines personnalités, premièrement. Deuxièmement, les consommateurs, par mimétisme, Oui. sont devenus des esclaves de la farine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mangent du pain avec le spaghetti, alors que c'est exactement la même chose? C'est du blé avec du blé. Exactement. Donc, il y a ces habitudes alimentaires. Donc, il y a un problème de culture. Vous savez qu'en Inde, en Chine, il y a une certaine culture par rapport à la diététique, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'équilibre. Ici, naturellement, les gens mangent le pain le matin avec soit de la mayonnaise ou de la sardine ou des omelettes et autres. À midi, ils mangent du riz ou des spaghettis. Et le soir, ils peuvent faire peut-être des frites de plantain. Alors qu'il y a toute une gamme de produits sur le marché. Je pense que c'est une occasion de revoir notre régime alimentaire. Vous savez que la colonisation a extraverti même la culture Alimentaire. culinaire. Vous trouverez rarement quelqu'un qui mange un repas traditionnel. Alors que les repas traditionnels, il y a des sauces gluantes ou d'autres sauces où il y a plus de 13 condiments qui sont en fait des médicaments. Ce sont ces médicaments que le Big Pharma exploite souvent pour aller fabriquer des médicaments. C'était le cuit en l'occurrence. Il y a le cuit, il y a le taro, il y a le mongochobi, il y a tout un tas de... Et dans tous les pays africains d'ailleurs. Je vais vous dire par exemple qu'en Centrafrique, il y a une sauce spéciale qui est la sauce noire, qu'on appelle le dandawa. Et il y a 16 condiments là-dedans. Et c'est très nutritif.
Et ces gens n'ont pas de carence. En fait, nous sommes accrochés au pain par mimétisme. Pour paraître moins primitif ou moins indigène, puisque vous parliez de colonisation, on a adopté un comportement alimentaire du colon qui représente le groupe de référence. Je pense aussi qu'il y a de la paresse. Parce que dans notre enfance, les mamans se réveillaient très tôt pour réchauffer la nourriture. Nous mangeons avant d'aller à l'école. Et on grillait du maïs avec des arachides pour aller à À midi, l'école. quand on revenait, il y avait rien à manger, on pouvait manger autre chose. Et le soir, maintenant, il y avait peut-être un petit repas. Ce n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on consomme la farine du matin au soir. On ne se rend pas compte. Donc, je pense qu'il faut revoir le régime alimentaire. D'accord. Alors, David Clotte, que l'on soit à l'ère du DSCE ou de la SND 30, comme c'est le cas en ce moment, la politique d'import-substitution a toujours été mise en avant pour accompagner, pour faire la promotion du consommant camerounais, les importations massives des produits de grande consommation. Je l'ai dit tantôt, déséquilibre la balance commerciale, mais on est toujours en train d'aller vers les importations qui représentent ce qu'on pourrait appeler un crime économique pour le Cameroun. À qui profite ce crime? En fait, il y a de l'ignorance en passant. C'est que les Camerounais, pour la plupart, n'aiment pas leur pays. Il manque le patriotisme. Effectivement, on produit localement. Mais les produits locaux sont souvent vendus aux pays voisins. Et on achète les produits qui viennent de la Thaïlande, de l'Inde, de la Chine et autres. Et ce n'est même pas souvent des produits de très bonne qualité. Comme du riz. Comme du riz. Parce que, pour l'instant, sur le marché, il y a peu de riz de bonne qualité. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu séquençage du riz. C'est-à-dire, en laboratoire, on a eu à modifier le génome du riz et même du maïs, de telle manière qu'aujourd'hui, c'est des OGM. Donc, en plus, ça apporte des maladies. Ce qui signifie que vous allez voir les problèmes cardiovasculaires ou d'autres problèmes qui relèvent des médecins, ça ne me concerne pas, mais ça part de l'alimentation. C'est pourquoi, aux États-Unis, il y a toute une administration qui ne s'occupe que des médicaments et des aliments. D'accord. Et lorsque vous voyez les gens entrer en pharmacie, généralement, à 70%, ils achètent des produits par rapport à leur alimentation qui n'a pas été contrôlée. Soit c'est de l'eau qui était sale, soit c'est des aliments qui étaient sales, soit c'est des aliments qui étaient périmés. Et puisque nous sommes à l'ère de la promotion du Made in Cameroun pour la transformation structurelle de l'économie camerounaise, il y a quand même des préalables, n'est-ce pas, pour mettre sur pied une telle politique? Bien évidemment. Je pense que le gouvernement camerounais a essayé de poser des actes. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas été attentifs. Lorsque, depuis la grève de la fin de 2008, l'État a décidé, en ce qui concerne certains produits, en ce qui concerne le domaine agricole. Oui. Pourquoi le domaine agricole? Parce que il a été développé par la théorie historique allemande. Oui. Que pour se développer, on doit obligatoirement passer par l'étape pastorale. C'est l'étape pastorale qui commence d'abord. Parce que tant que tu n'es pas rassasié, tu ne peux rien faire. Je vous ai dit que la Chine a produit l'année dernière 131 millions de tonnes de riz. Mais en réalité, il n'y a que quelques tonnes qui ont été exportées. Le reste, c'est consommé par la population. Satisfaire la population locale d'abord. Donc, l'État camerounais a eu à faire des abattements, à faire des exonérations sur un certain nombre de produits. Est-ce que vous savez que les tracteurs, les engrais, les pesticides, les insecticides, il y a des lois qui ont fait une liste de sociétés auprès desquelles, lorsque vous achetez ces produits, c'est presque gratuit. C'est contenu dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne pour inciter à la production agricole. Mais on vous demandera également que où sont passés les tracteurs achetés par l'État lui-même. On les a présentés au comice agropastoral des Boulevards qui pourrissent dans une broussaille. Ben, j'entends souvent parler. Mais comme c'est un dossier éminemment politique, je n'en fais pas de commentaires. Nous en avons fait des reportages dessus, puisqu'il s'agit quand même de l'argent du contribuable qui avait été dépensé pour acheter ces tracteurs pour mécaniser l'agriculture du Cameroun. Finalement, ça restait mourir dans la broussaille. On n'en a rien fait finalement. Vous avez tout à fait raison. Moi, je n'ai pas été proche du dossier. Dans ma formation professionnelle, dans ma formation spirituelle, dans ma formation éthique,
Je n'aime pas parler des dossiers que je ne maîtrise pas. Et ces reportages, je peux vous dire honnêtement, je les ai suivis très rarement. Parce que, en voulant faire un commentaire tendancieux, ça aboutit toujours sur une appréciation. Et chaque fois, comme dans la besace de Jean de La Fontaine, lorsque vous posez un acte en société, on vous jugera. Vos actes vont vous faire être jugés. On parle des faits. Nous, les journalistes, nous parlons des faits. On se rappelle qu'il y avait un projet de mécanisation de l'agriculture et on était en pleine comice agro-pastorale. Le président de la République y était. Il a d'ailleurs encouragé, comme il le fait d'ailleurs habituellement pour la promotion du Made in Cameroun. Et justement, on avait applaudi la présentation de ces tracteurs, mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés dans la broussaille. Certainement, c'est de l'argent qui a été jeté dans la brousse. Puisque vous ne voulez pas en discuter, vous ne voulez pas en discuter, on va certainement passer. Je vais revenir pour vous dire. D'accord, oui, je vous accorde une minute pour en parler. Je vais revenir pour vous dire que, en ce qui concerne les tracteurs, les engins et tout ce qui concerne les machines pour l'agriculture, il y a des mesures d'exonération qui ont été données à l'État, à tous les citoyens camerounais, pour les importer et faire de l'agriculture. Malheureusement, les gens ne le font pas. Les engrais, les pesticides, la semence et autres, tout ça a été encouragé. Les tracteurs du Sud dont vous parlez, ça doit concerner un don qui a été fait au Cameroun, je crois. Maintenant, l'État a demandé aux citoyens camerounais qui veulent faire l'agriculture. Parce que lorsqu'ils quittent du Yaoundé, tout le Mbam, tout la Damawa et autres, il y a des vastes plantations personnelles cultivées et autres. On a demandé aux gens, ceux qui veulent cultiver, ils peuvent faire venir des machines, ils peuvent faire venir des appareils. L'État ne vous demandera rien sur le plan fiscal et douanier pour aller faire cette agriculture. Voilà la part de l'État. Et je vais vous dire, il faudrait que, même si l'État doit inciter les gens sur le plan agricole ou sur tout autre plan, que les gens évitent le don. Nous ne sommes pas dans un état-providence. Il faut que les gens évitent le don. Il faut que les gens fassent des efforts pour réaliser leurs activités. Parce que il y a une théorie du don qui demande un contre-don. Et c'est pourquoi les gens peuvent s'esclavagiser en demandant des dons. C'est Marcel Mauss qui le développe. C'est ce qu'on appelle la part maudite. Lorsque vous recevez quelque chose pour laquelle vous n'avez fait aucun effort et vous donnez rien en retour, c'est la part maudite développée par Georges Bataille. Donc, en ce qui concerne ce domaine, si quelqu'un a de la volonté, il achète ses appareils, soit en Corée du Sud ou en Asie, il vient faire son agriculture, comme certains le font déjà dans certaines régions du Cameroun. L'État peut également créer des champs industriels, puisqu'on parle de l'autosuffisance alimentaire qui pose problème au Cameroun. Ces tracteurs peuvent servir à l'État. On a un ministère de l'Agriculture, du Développement rural. L'État, avec les surfaces qui sont libres, non occupées et à perte de vue, l'État peut également y développer des plantations à grande échelle. Ça pourrait nourrir la population et pourquoi pas servir à l'exportation. Que de les laisser pourrir comme ça. Mais je vais vous faire une observation. D'accord, allez-y. Il y a de l'insécurité et un problème foncier au Cameroun. Est-ce que vous croyez que les terres sont vraiment disponibles au Cameroun? Moi, je ne le crois pas. Moi, en tant qu'expert, je ne crois pas que les terres soient disponibles. Parce que il advient régulièrement que les terres appartiennent à l'État. Bien évidemment. Il advient très régulièrement, lorsque vous avez un projet et que vous réalisez quelque part, c'est fonctionnaires, certains, je ne sais pas pour quel motif, qui cherchaient à s'y opposer, alors que ça devait créer des emplois, ça devait créer de la suffisance sur le plan alimentaire et autres. Donc, ce n'est pas un problème d'indisponibilité des terres, mais d'un certain comportement des fonctionnaires qui développent l'attitude du mapartisme. Tout à fait. Cependant, le gouvernement avait permis que ceux qui veulent acheter les terres... On va faire un petit break. Le mapartisme a été développé par un Camerounais, il est à Yaoundé. Vous connaissez ce Camerounais-là? C'est un philosophe. C'est Monon Diana, quelque chose, philosophe Monon Diana, quelque chose comme ça. Voilà. Je connais Monon Diana. Voilà. Je crois que c'est lui qui avait développé cette théorie, le mapartisme. Ok. Voilà. David Kuat, ce n'est pas un problème d'indisponibilité des terres, mais d'un comportement de mapartisme, comme le disait le philosophe Monon Diana de certains fonctionnaires à Yaoundé, partout au Cameroun. Vous savez, la sociologie moderne, sur le plan du comportement des hommes, et particulièrement des fonctionnaires, ou de certains employés des grandes sociétés, parle du privilège du prisonnier. C'est-à-dire, en termes sociologiques, on appelle ça le privilège du prisonnier. C'est-à-dire, chaque fois quand quelqu'un a un poste de responsabilité, il veut d'abord se servir, avant de servir la structure ou l'entité où est-ce qu'il travaille. Je pense que c'est ça que le philosophe Mono Diana, qu'on connaît d'ailleurs très bien, a appelé le mapartisme. Ce néologisme voulait tout simplement démontrer que
les gens ne développent pas le patriotisme. Ils veulent d'abord se servir avant de servir l'État. Or, c'est contraire aux recommandations du président Fitzgerald Kennedy, qui demandait, dites-vous d'abord ce que vous avez fait pour votre pays, ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous. Et lorsque vous avez fait quelque chose pour votre pays, comme certains grands sportifs que vous avez vus ces derniers temps, comme certains artistes et autres, vous pouvez être fiers de l'œuvre que vous avez accomplie. Merci beaucoup, David Kuat. Nous allons poursuivre avec le panier de la ménagère. Une fois de plus, Janice Kamga s'est rendue dans les marchés à Yaoundé pour vivre la réalité, la façon avec laquelle les femmes, avec une maigre ration, suffoquent face aux produits de grande consommation. Reportage, nous revenons derrière. Alors, plusieurs produits de grande consommation sont concernés par ces spéculations. On parle de l'huile, le savon, les matériaux de construction. On remarque que pendant les périodes de fête de fin d'année, il y a des campagnes tapageuses contre la vie chère. Mais nous sommes en février, malheureusement, sur le marché, la réalité n'a pas changé. Les choses coûtent toujours plus cher. Pourquoi, M. David Kuaté? Je pense que chacun doit faire son travail. Nous avons un ministère qui s'occupe du commerce. Nous avons aussi d'autres ministères qui travaillent en synergie. Je pense qu'il y a des contrôleurs de prix sur le terrain. Tant qu'un prix n'a pas été homologué et qu'on trouve un boutiquier ou un commerçant qui vend à un autre prix, il doit être suffisamment sanctionné. Mais je pense que ce qui encourage souvent, c'est la corruption. Si les gens étaient sévèrement sanctionnés, je pense qu'il y aurait moins de spéculation. À l'heure où nous estimons que des produits coûtent cher et qu'il faudrait plutôt faire de la déflation, c'est-à-dire qu'il faut baisser les prix de ces produits-là, on menace chaque jour de les augmenter. Et vous constatez que sur le terrain, pour les huiles végétales et certains produits, vous trouverez le même produit dans 4 quartiers avec 4 prix différents. Différents, oui. Ce qui est regrettable. En tant que ménagère, on l'a expérimenté nous-mêmes. Je pense que les services de contrôle et ceux qui prétendent défendre les consommateurs, ils prétendent, parce que le comportement de certains sur le terrain, chaque fois quand je vois... Ils se défendent eux-mêmes. Dans tous les cas, j'ai constaté qu'il y a ceux qui prétendent défendre les consommateurs qui ne le font pas, qui sont plutôt en collusion pour les arnaquer. Et c'est pitoyable. Mais je pense que les contrôleurs du ministère devraient faire le devoir. Ok. Alors, en raison du potentiel climatique, en raison du potentiel humain, géographique, minier, des sous-sols du Cameroun, le Cameroun a quand même la réputation d'être l'Afrique en miniature, d'être le grenier de l'Afrique centrale. Le Cameroun nourrit l'Afrique centrale, mais à l'évidence, les Camerounais ont faim. Quand on regarde ce reportage de David, de Janice Kamga et de beaucoup d'autres témoignages, les Camerounais ont faim. 40% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Des ménagères rencontrées disent avoir du mal à accéder à ces spéculations. Le macabo, la banane qui, en d'autres temps, on appelait la nourriture des pauvres. Les pommes de terre sont désormais des nourritures pour des riches. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en est-on arrivé là? Ben, je pense tout simplement qu'il y a eu une certaine orientation politique. D'abord, Oui. il y a eu également l'éducation, l'orientation scolaire. À un certain moment, tout le monde a voulu travailler dans un bureau. Ce qui veut dire qu'on a négligé l'agriculture. Lorsque vous dites que le Cameroun est l'Afrique en miniature, c'est vrai. Lorsque vous voyez un pays qui a les fleuves, les rivières, les terres fertiles partout, qui les cultive? Personne. Les gens passent leur temps à jouer au jeu au hasard, les gens passent leur temps à jouer à s'amuser, et c'est de la paresse notoire. Nous ne produisons pas. Lorsque vous quittez de Dobala jusqu'à Ndikinimiki, est-ce que vous avez vu une seule plantation? Pourtant, les terres sont fertiles. Lorsque vous passez par l'Est, vous allez jusqu'à Garoua, jusqu'à Maroua, jusqu'au lac Tchad, est-ce que vous avez vu vraiment une plantation? C'est de la paresse notoire. À tout moment, les gens sont en train d'attendre la nourriture du gouvernement comme les Israélites attendaient la manne. Nous ne travaillons pas. Nous ne développons rien. Et même la banane qui est produite au Cameroun, ce n'est pas par les Camerounais. Pourtant, les employés qui y travaillent sont les Camerounais. Il y a d'autres espaces. Mais qui ont des salaires de misère. C'est de la paresse, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'agriculture de subsistance
n'est pas mécanisée. Nous utilisons des instruments rudimentaires. Alors que dans les grands pays, non seulement l'agriculture est subventionnée, mais l'État y met suffisamment de moyens. Tenez, en 2020, aux États-Unis, on a produit 500 millions de tonnes de maïs et presque 400 millions de tonnes de blé. Pourquoi? Parce que mécanisé, subventionné. Mécanisé, subventionné, la météo même est contrôlée depuis les satellites et autres. Bref, tous les éléments sont réunis. Et surtout, l'État a injecté dans l'agriculture aux États-Unis et la recherche agricole 288 milliards de dollars en 2020. Et ça a porté des fruits. Parce que tant que vous n'êtes pas semé, vous ne pouvez pas récolter. Ça, c'est un principe connu de tous. Donc en réalité, au Cameroun, nous ne faisons pas de l'agriculture. C'est de l'amusement, c'est de la distraction. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous livrer 10 conteneurs de tomates chaque semaine. Il n'y en a pas. On revient sur la question d'accès à la propriété foncière. Il y a Oui. une étude qui a été menée par le ministère du Cadastre. Il y a une politique d'ailleurs dans ce ministère depuis 2015. On attend justement des facilités pour permettre aux investisseurs d'accéder aux terres pour pouvoir cultiver. Vous parlez tout à l'heure des espaces à perte de vue qui ne sont pas occupés et qu'un investissement agricole pourrait permettre justement de nourrir les Camerounais. Et j'ai embrayé en vous disant par exemple que l'État peut lui-même, ce sont les terres de l'État, il peut y investir et nourrir sa population. Ça, c'est vrai. L'État peut bien investir. Mais pour que l'État investisse en tant que personne morale, il faut que l'État ait des capitaux. Il faut également que l'État ait un patrimoine. Il y a déjà la terre, il faut que l'État ait maintenant des appareils. Il faut que l'État y mette des gens pour y travailler. Il faut que ces gens soient sérieux et sincères. Vous avez vu l'opération Sodencam à l'époque et d'autres tentatives de projets qu'on a eu à faire au Cameroun. D'ailleurs, je vous indique que ça ne fait pas très longtemps que les Camerounais, que le ministère de l'Agriculture a la carte des terres du Cameroun. C'est la société allemande qui était venue pour la première fois à Kribi, Oui. qui a la carte agricole du Cameroun. C'est-à-dire, des études ont été réalisées pour savoir où se retrouvent les agropoles. Où est-ce qu'on peut cultiver du maïs? Où est-ce qu'on peut cultiver du riz? Où est-ce qu'on peut... C'est-à-dire de façon claire. Oui. Pas au hasard, comme on dit la plaine de centre ou du nord, de façon claire. Parce que aux États-Unis et dans les grands pays, quand vous entendez parler de Corn Belt, que ce soit à Miami, que ce soit à San Joaquin, que ce soit dans le delta de Sacramento, quand on vous parle des plantations, c'est des vraies plantations. C'est des plantations où vous pouvez travailler sur un seul sillon ou sur une seule rangée de rangées pendant une semaine. C'est-à-dire, c'est des kilomètres. Vous travaillez uniquement sur cette ligne. Soit vous cueillez les fruits, soit vous venez enlever peut-être. Bref, nous ne faisons pas de l'agriculture dans notre pays jusqu'à présent. Une agriculture mécanisée, subventionnée pourrait permettre d'avoir de la matière pour une industrie agro. Puisqu'on a parlé par exemple du pain à base de manioc. Il y a eu une société de transformation du manioc à San Milima qui a été fermée du fait qu'il n'y avait pas assez de matière première. Il n'y avait Oui. pas assez de manioc Oui. justement pour faire tourner les machines et on a fermé. Oui. Donc si on pense à industrialiser, il faut penser aussi à produire à grande échelle pour avoir les produits finis et peut-être mettre un terme à la dépendance à l'importation des produits. Madame, je vais vous dire honnêtement et sincèrement que moi, je pense que la décentralisation prônée par le gouvernement pourra aider. Pourquoi? À l'époque, dans les mairies, il y avait des engins, il y avait des bulldozers, il y avait des pelles chargeuses, il y avait des pelles excavatrices que la mairie utilisait pour ses ressources. Donc quand vous aviez besoin de ramasser du gravier ou de la terre quelque part, on vous disait qu'on loue ça à 1 heure à tel prix. Et vous louez. Maintenant, il n'y a rien du tout. Vous pensez que si actuellement, dans des grandes villes, s'il y a des tracteurs, s'il y a des engins, Oui. pour faire de l'agriculture, on peut même vous affecter directement des chauffeurs ou des conducteurs. Après transfert de compétences, il y a transfert de fonds, les 15%, les mairies attendent toujours. Hein. On va y arriver. Vous savez que il se dit que les choses se mettent en place progressivement. Mais progressivement, Depuis 1996, quand on dit progressivement, vous ne pouvez pas évaluer le temps. Henri Bergson parlait du temps. Le temps n'existe pas. Mais on n'est pas là pour parler de la philosophie.
Donc quand on parle de 1996, sur l'éternité, ça ne représente absolument rien. Donc quand on dit progressivement dans le temps, bientôt, ça veut absolument rien dire. D'accord. On devrait dire à telle date on a fait telle chose. Parce qu'en Chine, en Inde, en Corée du Sud et ailleurs, on donne des objectifs à des années précises. Ok. On va faire telle chose. Mais d'ici 2025, selon le calendrier de la SND 30, mais d'ici 2025, dans le calendrier de la SND 30, on pourrait avoir une affectation totale des 15% aux collectivités territoriales décentralisées. Vous parliez d'agriculture. Oui. Eh bien, dans la région septentrionale du Cameroun, où il y a suffisamment d'ensoleillement, où on parle de 40% du potentiel électoral, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de population, eh bien, on encourage les jeunes à pratiquer l'agriculture, à exploiter le potentiel foncier qui est à leur disposition. C'est d'ailleurs le prétexte de cet extrait que nous vous proposons, qui a été réalisé avec les soins de notre correspondant Aminou Alioum, à l'extrême nord du Cameroun. Merci. Vous avez écouté, ils ont dit, c'est pas seulement la fonction publique qui vous permettent de vous affranchir de l'esclavagisme financier. En dehors de la fonction publique, on peut s'épanouir. Et d'ailleurs, il a démontré qu'on pourrait, à travers l'agriculture, à travers l'élevage, avoir 400 000 francs tous les mois. C'est au cadre de l'administration, n'est-ce pas, qui pourrait avoir, et ça ne court pas les rues, avoir 400 000 francs à la fonction publique. Mais avec la terre, on peut y arriver. Je pense que c'est juste. C'est le minimum. J'ai visité, avant qu'il y ait la guerre dans les régions du Nozo, j'ai visité certains endroits où on faisait des cultures maraîchères. Oui. Surtout où il y avait des rivières, où on pouvait facilement avoir de la terre fraîche. J'ai visité également l'ouest. J'ai longé le nom. Depuis le stade de Kwekon jusqu'à Baganté, et j'ai vu qu'il y a des très bonnes choses qui se font des deux côtés de rive. La culture de pastèques, des légumes, etc. etc. J'étais également dans la Namawa, où j'ai constaté. C'est d'ailleurs là où j'ai découvert qu'il y a beaucoup de fruits dans la Namawa et même dans le nord. Et je vais vous dire, je vais vous informer que par rapport aux produits de substitution dont vous parliez tout à l'heure, il y a le maïs, il y a les féculents comme le manioc, les yams et autres, mais il y a surtout l'orge. L'orge peut bien pousser au Cameroun. Il y a l'orge qui pousse au Cameroun. Il y a également le seigle qui pousse au Cameroun. Il y a la châtaigne qui pousse au Cameroun. Moi, je pense que nos ingénieurs qui s'occupent de la pédologie ou des fonds agraires devraient nous restituer et nous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense honnêtement D'accord. qu'on peut le faire. Ok, c'est l'occasion pour nous de nous intéresser à tout à fait autre chose qui a marqué l'actualité de la semaine au Cameroun. Il s'agit de ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ceux du Social Democratic Front dont leur séminaire de formation a été interrompu par le sous-préfet de Douala 4e. Derrière, nous parlerons également de cette bague dite magique qui aurait causé la mort d'un jeune au lycée de PK 21. L'actualité à l'international cette semaine, c'est également le sommet Union européenne-Afrique qui marque le tournant de nouveaux rapports géostratégiques entre continents et entre États. Eh bien, nous vous proposons ce compte rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles. Comment il s'appelle notre envoyé spécial? J'ai oublié son nom, c'est curieux. Eric Golf, voilà. L'actualité internationale cette semaine a été également marquée par le sommet Union-Afrique, L'actualité internationale a été marquée cette semaine également par ce sommet Union européenne et Afrique auquel a pris part
le secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo, qui y représentait personnellement le président de la République du Cameroun. Compte rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles, Golf Kwachou. Voilà. Compte rendu d'Eric Golf Kwachou, notre envoyé spécial à Bruxelles. À l'issue de ce compte rendu, nous vous proposons un autre propos d'une des participants à ce sommet qui propose que désormais les rapports entre l'Europe et l'Afrique soient empreints d'un peu plus d'humanisme. David Kuatan, c'est un changement de ton. Dans la diplomatie européenne et africaine, les choses devraient être faites en tenant compte des intérêts de l'Afrique. Comment avez-vous réagi à la suite des résolutions de ce sommet? J'ai été très surpris, négativement. J'ai considéré cela comme des amusements, comme de la farce. Ouais. Vous savez, entre les États, c'est des intérêts et rien d'autre. Ce n'est pas l'amitié. Et puis, presque tous les pays de l'Asie du Sud-Est, les dragons de l'Asie du Sud-Est, ont été transformés en usines de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on a appelé la délocalisation. Et ils ont profité, tous ces pays, pour acquérir la technologie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine a ses propres routeurs. La Chine ne passe plus par les États-Unis sur le plan informatique pour avoir des données. La Corée du Sud également, et d'autres pays. Il y a eu transfert effectif de technologie. Ça veut dire que le seul endroit où les gens peuvent venir faire concurrence aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et lorsque, chaque fois, ça c'est le 6e sommet, Union Européenne-Afrique. Qu'est-ce que les 5 autres sommets ont donné? Rien. Et au cours de ce sommet, on nous parlait de généralité. On nous dit comment nous aider. On nous dit qu'il faut revoir l'agriculture. Il faut revoir les énergies fossiles. En fait, qui pollue? Ce n'est pas l'Afrique qui pollue. Nous n'avons pas d'industrie. Nous polluons, l'Afrique pollue à 2% seulement. Voilà. Est-ce qu'ils nous payent la taxe affectée à cette pollution? Non, pas du tout. Ça reste attendu. Ils nous disent qu'ils vont nous aider sur le plan médical et pour les vaccins. Mais pourquoi, depuis qu'il y a eu la Covid, malgré les multiples demandes, on n'a pas levé les licences pour que l'Afrique du Sud ou d'autres pays africains qui ont le know-how puissent fabriquer des vaccins? Lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est une Allemande, prétend que l'Union européenne va aider l'Afrique à hauteur de 150 milliards d'euros, ça veut dire quoi? Si l'Union européenne aide les Africains 150 milliards d'euros, ça signifie tout simplement que il y a 55 pays en Afrique actuellement. Si on divise équitablement les 150 milliards par les 55 pays, ça fait 2 milliards,72 millions d'euros. Vous pensez que ça peut développer un pays? Vous voyez un lien entre la sortie du Conseil de transition malien qui a dit out à l'ambassadeur de la France au Mali. Je veux davantage parler des nouveaux rapports entre... Vous voyez ces résolutions, vous établissez une relation entre ces résolutions et les rapports tendus qui existent désormais entre le Mali et la France, parce que c'est quand même la première fois qu'on voit un pays du précaré français, précaré si nous en tenons encore à l'époque coloniale, qui tiennent autant tête à la France. Je vous saurais gré de me permettre de faire des précisions. D'accord. Le Soudan, le Mali et le Burkina Faso n'ont pas été invités. Ce n'est pas l'Union européenne, ni la Commission européenne qui a initié cette rencontre entre l'Union européenne et l'Afrique. C'est la France. C'est bien le président français Emmanuel Macron. C'est pourquoi j'ai été très attentif à ces déclarations. J'ai été attentif aux déclarations du nouveau représentant de l'Union africaine, qui est Macky Sall. Et j'ai été également attentif aux déclarations de Ursula von der Leyen. Et qu'est-ce que vous retenez des déclarations de Macky Sall? Vous savez que j'ai toujours eu une impression que le Sénégal et ses présidents, c'est le prolongement de la France. C'est-à-dire qu'il serait très difficile que le Sénégal aille à l'encontre de ce que la France demande, premièrement. Donc,
c'est que Macky Sall a dit, je prends avec beaucoup de pincettes. Revenant sur ce que le président Sarkozy a dit, c'est lié à la campagne. Ce que le président Macron a dit, excusez-moi, c'est ce qu'il a dit, c'est lié à la campagne. D'accord. Parce que vous constaterez que la France déclare qu'elle va quitter le Mali pour aller au Niger. Ben, si vous avez été au Mali, vous constaterez que c'est des pays voisins. C'est-à-dire qu'ils vont juste aller à Gao, à Kidal, ils vont ramasser les choses, ils vont aller rester à côté. Ils peuvent y revenir puisqu'ils ont le moyen technologique. L'opération Barkhane, pour vous, n'est pas terminée au Mali. Les Français sont toujours au Sahel. Vous savez pourquoi? 9 ans après cette opération Barkhane au Mali, pour sortir, David Kouyaté, quels sont les bénéfices, pour parler entre guillemets, de cette présence française, l'opération Barkhane au Mali, précisément? Ben, ce que je veux vous dire, c'est que la technologie militaire de la France ne permettait pas que les djihadistes continuent à sévir au Mali. Parce qu'ils ont des satellites, ils ont des drones pour contrôler tous les mouvements au sol. Mais ils ont quand même continué à sévir. Ils ont continué à sévir, ils ont continué à être armés. Alors, s'ils ne passent pas par les entrées officielles du pays, je ne pense pas que ce soit du côté de la frontière avec la Libye. Parce que le maréchal Haftar a bloqué cette entrée-là depuis. Mais la France dit être déterminée à poursuivre la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Donc on va continuer à voir les militaires français dans le Sahel, même si le président français a annoncé au mois de décembre dernier qu'il allait réduire les effectifs de l'armée française dans cette opération Barkhane. Votre mot de fin pour sortir de cette émission, David Kouyaté? Mon mot de fin, c'est tout simplement que Dieu bénisse notre pays, que chacun fasse son travail, que ce soit un fonctionnaire ou un particulier, que chacun fasse son travail et que chaque jour, lorsqu'on se lève, que chacun puisse faire quelque chose avant la soirée. Il faudrait également que les gens payent leurs impôts, que les gens évitent la contrebande, que les gens aient un patriotisme qui doit nous permettre qu'on puisse plus dépendre du riz, de la farine et de tout ce qui vient de l'extérieur. Parce que le Cameroun a tout. Le Cameroun est un paradis. Il suffit tout simplement de nous organiser, qu'on puisse s'entendre pour transformer. Merci beaucoup. Et pour sortir définitivement, nous vous proposons cette succession de reportages sur l'actualité sportive de la semaine. Vous voulez dire un mot pour sortir sur l'actualité avec l'Ukraine? Je vous donne une minute, parce que la réaction nous signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tous les sujets sont liés. Parce que même la farine, la réunion de l'Union européenne et l'Ukraine sont liés. D'accord. En réalité, le ministre de la Défense qui a été nommé aux États-Unis s'appelle Lloyd Austin. C'est le PDG de la société Raytheon Technologies, qui est la deuxième société d'armement dans le monde. Et il faut à un certain moment que les armes soient utilisées. Et les Américains ont installé une base militaire en Espagne, à Rota. Ils ont installé une base militaire à Ramstein en Allemagne. Ils ont installé d'autres bases militaires en Pologne et des boucliers. Ce qui veut dire que la Russie s'en cernée. Et par rapport à ça, la Russie réagit en Syrie, au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Donc vous voyez que le monde est globalisant. J'espère qu'on ne va pas vers une troisième guerre mondiale ou à une autre guerre, la guerre, je ne sais pas les armes. On espère qu'on ne va pas vers une autre guerre mondiale ou à une autre guerre froide. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette autre édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. N'oubliez pas la rediffusion, c'est tous les lundis à 9 h. Prochain rendez-vous avec cette émission, ce sera dimanche prochain à 9 h avec le même plaisir. Nous serons des vôtres. Merci, M. Kouyaté, merci, David Kouyaté, d'avoir été des nôtres. Merci infiniment, madame. Merci à vos millions de téléspectateurs et merci également à votre hiérarchie. À très bientôt. Merci infiniment.